aquatique, la flore, qu'elle soit terrestre ou aquatique. Et alors, de ce constat, des chercheurs, des spécialistes ont pensé que pourquoi ne pas mettre en valeur les bienfaits que nous avons, c'est-à-dire pourquoi ne pas capitaliser ce que d'autres appellent le milieu naturel, ce que d'autres appellent déchets, ce que d'autres appellent l'être humain, contrairement à l'animal. Les fondements donc des principes d'éco-durabilité ou d'écologie ou d'environnement viennent du fait qu'on est dans un système, on grandit, on interagit avec plusieurs choses, c'est-à-dire nos frères et sœurs, on utilise de l'eau pour se laver, pour faire des besoins naturels, pour préparer, on utilise de l'électricité, par exemple pour toutes sortes de besoins, on utilise le sol pour faire de l'agriculture, on utilise le sol pour faire des routes, on utilise des plantes pour la pharmacopée médicinale et pour la médecine occidentale. Et l'intérêt de capitaliser tous ces dons de la nature là a permis à certains développeurs de penser, comme je disais, de capitaliser les ressources que nous avons. Comment on capitalise ces ressources? Comment on transforme ce que nous voyons en opportunité d'affaires pour une économie sociale et familiale durable, tout en protégeant, en limitant les pollutions, tout en protégeant notre santé humaine. Fort de cela, donc, certains pays, en l'occurrence le Cameroun, ont signé des engagements au plan international en termes de protection de manière générale de notre environnement. À base de ça, on a signé des conventions sur le changement climatique, sur la diversité biologique, sur le climat. Récemment, il y avait encore la COP il y a quelques jours. On a signé, on a ratifié des conventions au plan régional et on a mis en place, on a rédigé et mis en application des lois, en l'occurrence des lois sur l'environnement, des lois sur l'eau, des décrets sur la qualité de l'air, des missions sur la construction, etc. etc. Comment donc, on va dire, avoir, face à tous ces défis, face à tous ces changements, face à toutes ces réalités, face à toutes ces ressources, comment garantir une stabilité économique tout en garantissant une bonne gouvernance sociale et en garantissant également la protection de l'environnement. La PME verte, c'est quoi, par définition? La PME, c'est une entité, une entreprise. Pourquoi verte? Parce qu'elle participe à la transformation ou à la gestion d'une composante naturelle et tout en créant de la valeur. Ce qui va, je prends un cas simple. Vous avez de nos jours, vous voyez nos frères, on pense qu'ils sont fous, qui partent dans les poubelles, les décharges sauvages, qui piquent des bouteilles. Aujourd'hui, le font de manière, on va dire, traditionnelle, mais en Afrique de l'Ouest, ce sont des entreprises déjà bien établies avec le registre de commerce et tout ce qui va avec en paperasse administrative, autorisation, etc. Nous avons également, comme vous pouvez le voir dehors, des dames, des jeunes, des handicapés qui se lancent dans l'agriculture maraîchère, la salade, la tomate, tout en utilisant tout ce qui est biologique. Parce que vert signifie ne pas polluer. En fait, pourquoi c'est vert? Parce que c'est pour ne pas polluer.
tout ce qu'on utilise dans la chaîne de production, d'approvisionnement doit être quelque chose qu'on peut réutiliser, qui peut être utilisé sans polluer, que ce soit le sol, que ce soit l'eau, etc. Donc, la PME verte, c'est ça. La durabilité, quand on dit quelque chose de durable, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pendant longtemps, pour des générations, sans toutefois mettre quelconque pression pour polluer l'environnement immédiat ou dans les prochaines années. C'est ça la durabilité terre à terre, ne parler dans des termes vraiment scientifiques. Désolé pour la police. Bon, pourquoi les PME camerounaises aujourd'hui et au plan hautement stratégique du gouvernement s'intéressent à la PME verte? Simplement parce qu'elles réduisent la pression qu'on fait sur des composantes d'extraction. On parle par exemple, aujourd'hui, on exporte beaucoup de carburant, de pétrole, de gaz, et nous sommes conditionnés par ça au quotidien pour se déplacer d'un point A à un point B. On est obligé de prendre une moto qui, à la moto tout à l'heure, va s'arrêter dans une station-service, va consommer du carburant. Cette moto, lors de toutes les actions mécaniques, hydrauliques, va produire de la fumée. La fumée va se disperser dans les ménages, va causer des maladies, etc., etc. Les bruits vont empêcher peut-être des enfants de dormir de manière terre à terre. C'est ça. La dépendance également à l'utilisation des engrais chimiques, par exemple. On exporte, pour ceux qui ont souvent eu la possibilité, la chance d'aller au port, vous allez voir des quantités astronomiques par tonnage d'engrais chimiques qui arrivent au Cameroun pour soutenir notre agriculture. Pourtant, au plan écologique, c'est pas bon du tout. Nous avons également des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans tout ce qui est solaire, les lampes, les panneaux, les forages. Je parlais tout à l'heure la collecte des bouteilles plastiques, le recyclage. Nous avons des sociétés comme EcoGreen, Red Place qui achètent ces bouteilles plastiques. Ça contribue à la stabilité de l'économie locale. Si quelqu'un peut avoir ses 2 000 ou 4 000 francs ou 5 000 francs par jour, ça lui permet de faire une ration à la maison. Nous avons également la possibilité, surtout dans les zones septentrionales, d'avoir une certaine résilience. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est un comportement où on accepte notre réalité, on accepte que nous sommes défaillants, mais au-delà de cette réalité qui nous perturbe, on crée une opportunité pour avoir les moyens pour survivre. À l'extrême nord, par exemple, ils ont accepté qu'ils sont dans une zone désertique, mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils continuent à faire beaucoup d'agriculture, beaucoup d'élevage, de transformation des produits laitiers à base des choses simples. Malgré le fait qu'ils ont un stress climatique intense. Et nous avons des oignons aujourd'hui. La majorité de l'oignon que nous consommons au Cameroun vient du Grand Nord, malgré les difficultés. Nous avons également, dans tout le Cameroun, les 10 provinces, des jeunes qui sont inventifs, qui créent la ressource. Il y en a récemment encore, j'ai appris à Yaoundé, il y en a qui créent des applications où ils vont connecter les points de collecte des déchets, ce qu'Isaac ne fait pas. Aujourd'hui, il va arriver ici, il va mettre un point sur un GPS dans une application qu'il a montée et il va dire à Isaac que à X ou Y zone de l'Okbaba, nous avons un point de déchet à tel endroit, un point de déchet à tel endroit, un point de déchet. Pourquoi ça serait utile par la suite? Parce que ça va réduire la pression et l'attente qu'on a d'Isaac et ça va permettre à toutes les autres petites unités qui se retrouvent aux alentours de venir rapidement piquer les bouteilles
les pots de banane et tout qui vont être réutilisés pour leurs besoins en entreprise. Donc, c'est important de parler de ça parce que ce sont des solutions aujourd'hui qui, nous, au Cameroun, malheureusement, on est encore plein en retard parce qu'on voit la PME verte comme une histoire des blancs, une histoire on va dire, des ratés. Or, c'est une grosse niche d'opportunités et d'argent. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, je peux vous garantir qu'ils ont atteint un autre niveau. Ils ne sont plus dans la simple déchetterie, on ramasse tout, on jette tout au même endroit. Chez eux, c'est déjà sélectif, c'est déjà bien ordonné et ça permet à tout le monde de trouver son compte. Aujourd'hui, ils viennent même dans les maisons, ils achètent dans les ménages directement avant que ça soit déchargé. Donc ça fait des grosses riches d'opportunités aujourd'hui. Le contexte environnemental au Cameroun, on est extrêmement béni, ça il faut le dire, contrairement aux zones sahéliennes. On a une grande diversité. Seulement dans la région du littoral, vous voyez toute la verdure, tous les cours d'eau. Vous voyez également, vous ressentez également depuis un moment une forte chaleur. Tout ça, ce sont des incidences de nos activités industrielles, de nos activités anthropiques. Et il est également intéressant de noter que depuis un moment, pour ceux qui vivent à Douala depuis des décennies, vous remarquez qu'on constate de plus en plus de phénomènes d'inondation. Les inondations sont dues à deux choses. La première chose, c'est justement l'avancée du niveau de l'eau, l'avancée du niveau de la mer vers la côte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nos activités anthropiques, non dit anthropiques. Il y a des quartiers qui, normalement, sont des bassins versants naturels, qui sont des histoires naturelles, qui sont des, comment on dit, des mares, les bas-fonds, où personne, normalement, ne devrait aller construire. Mais, plus vous repoussez l'eau, plus l'eau va vers des zones où elle va entrer. L'eau a toujours une sortie. Vous ne pouvez pas stopper l'eau, peu importe ce que vous allez faire, ça vous sortira quelque part. Ça ne va pas sortir ici, mais ça ira sortir à Yassa. Et de plus en plus, l'urbanisation désordonnée fait en sorte qu'on retrouve beaucoup de petites zones d'inondation dans Douala et ça fait en sorte que la pollution augmente, les maladies augmentent. Si vous allez dans les hôpitaux, le taux de palu, au lieu de descendre, il grimpe. Donc, il y a tout ça. Nous avons, comme je disais, de prime abord de l'introduction, signé des conventions. Et quand on ratifie des conventions, ça nous tient au cou. C'est comme un contrat que vous avez signé. Vous êtes obligé de respecter les termes de ce contrat. Récemment encore, nous avons participé à l'accord de Paris qui disait qu'on s'engage à stabiliser la température mondiale à plus de 2 degrés. Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'en Afrique, nous sommes les moins pollueurs. Contrairement dans les zones en Asie, en Amérique du Sud, qui ont de fortes industries. Mais comment capitaliser ce cap? C'est de là où vient le terme crédit carbone. Si vous voulez produire là-bas, nous on garde nos réserves et on vous vend notre capacité de stockage de tous vos polluants. C'est en fait ça le principe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les financements verts sont plus orientés vers l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on va vous dire, ne coupez plus votre forêt, parce qu'on a besoin de ça pour stocker tout le carbone qui a été extrait de par les grosses exploitations industrielles. Et ce sont des bénéfices pour nous. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux entreprises, aux ONG qui font dans le secteur environnemental et vert de monter en puissance
de faire une production locale industrialisée qui va être maîtrisée et qui va nous faire un label. On dira au cas où on a des producteurs qui nous font 100 000 tonnes, par exemple, d'engrais biologiques par mois. Les investisseurs viendront regarder de quoi il s'agit et ça fera une nouvelle chaîne d'export-import. Au lieu que c'est nous qui importions les engrais, ce sont les Blancs qui viendront ici pour dire votre engrais est bio. Est-ce que vous pouvez nous produire 100 000 tonnes par mois pendant 10 ans? Et ça fera que l'économie locale va grimper. Maintenant, face à ça, nous avons des gros défis, notamment les défis liés d'abord à l'éducation. On a été habitué que on met tout dans la même poubelle. Dès qu'on a un endroit où on peut jeter, verser de l'eau qu'on a utilisé, on verse tout là-bas. On a été éduqué que, comme vous voyez, des garages clandestins, dès qu'on a vidangé le moteur de la moto, qu'est-ce qu'on fait? On guette à côté là, on verse l'huile usagée là, et c'est la même huile là qui va se retrouver dans les cours d'eau, qui par ruissellement, drainage va se retrouver dans l'eau que nous consommons. Et on va avoir plein de maladies cancérigènes, maladies hydriques, palues, etc., qui vont prendre les moins robustes, et on va accuser les papas et les grands-pères du village. Pourtant, ça vient d'ici. Et c'est pour ça que quand je parle d'éducation, l'éducation environnementale, ça prend en compte tout le monde, depuis la base. Et c'est beaucoup plus pour les enfants. C'est chez les enfants qu'on dit, on trie. Le vert c'est là-bas, le bleu c'est là-bas, le rouge c'est là-bas. Et l'enfant en grandissant va comprendre que non. Papa avait dit que si on veut faire l'engrais, le compost à la maison, tout ce qui peut être qu'on mange est mis là-bas. Tout ce qui est pierre plastique est mis là-bas, etc., etc. Et il peut en faire un métier plus tard. Il pourra avoir ses petites entrées d'argent pendant les vacances. Il passe seulement dans les maisons. Il dit, moi je veux seulement c'est que les restes de votre nourriture. Et c'est comme ça qu'il va grandir avec cette éducation. L'autre problème, défi face au projet vert, c'est la difficulté des financements. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est juste que aujourd'hui, pour qu'un projet vert soit bancable, c'est-à-dire finançable, il faut beaucoup de stratégies. Beaucoup de stratégies dans le sens où il y a des parties bien précises en termes d'amortissement, ce qu'on appelle souvent business plan, le plan d'affaires. La banque doit être sûre que s'il vous donne 10 millions, il est sûr que le taux d'intérêt après 5 ans doit lui donner 50 millions. Sinon, il n'investit pas dans votre projet. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'Afrique a des financements verts qui n'attendent que les entrepreneurs. Mais il faudrait que votre business plan soit parfaitement ficelé. C'est pour ça qu'il faut s'accompagner des experts dans ces domaines-là, pour vous faire comprendre que si l'achat de votre équipement doit vous coûter 10 millions, je vous conseille d'acheter d'abord un équipement qui coûte 2 millions. Après 3 ans, si cet équipement-là vous permet d'avoir 5 millions, vous pouvez donc envisager en acheter d'autres qui vont vous permettre de manière progressive d'atteindre votre seuil de production et de performance. Et ça, nous avons des banques Afriland, LGC, CCA, qui ont déjà la capacité localement de financer les projets verts. Mais pour ça, il y a des experts qui vont étudier vos projets dans ces banques-là et pourront vous dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, corrigez ceci. Et il vous faut également des garanties foncières. Parce que quand on ne vous manque pas, la banque n'investit pas dans le bien. Il vous faut une garantie matérielle que, passé ce délai, la banque va saisir votre domaine. Mais il y a également des possibilités de faire
d'éco-gestion, c'est-à-dire on signe un bail de 10 ans et la banque investit sur votre projet et au bout d'un certain nombre d'années, il débite les bénéfices jusqu'à ce que le terrain devienne le vôtre. Ça, ce sont des stratégies qu'on explique en bas. C'est possible, ça se fait. La majorité des entreprises que vous voyez là ne viennent pas vous dire qu'on a 1000 hectares. Non. La banque va dire, ok, vous avez 100 millions, le projet est sur 2 milliards, ok. Quelle est la garantie que vous nous donnez? On part en position et il y a des termes économiques et tout qui permettent d'avancer sur plusieurs de ces projets. C'est le cas par exemple avec nos grands groupes UCB que vous voyez, Neptune, etc. Ça ne vient pas du lien. Donc c'est possible localement. Nous avons des secteurs, des secteurs clés. Il faut toujours contextualiser. Au Cameroun, les secteurs clés, on parle des énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, on voit qu'il y a le solaire. Beaucoup de gens se lancent dans le solaire. C'est bon marché aujourd'hui. Et on a l'avantage que l'État du Cameroun a créé certaines facilités. Nous avons des personnes, comme moi par exemple, qui nous sommes lancés dans la fabrication, la production du biogaz. Le biogaz, c'est un gaz qui émane de la décomposition anaérobique des déchets organiques. Donc, c'est grossièrement, facilement, vous creusez une fosse, vous y mettez une bâche, vous laissez les micro-organismes faire leur travail, et au bout d'un certain moment, vous pouvez capter ce gaz-là. De manière simpliste, c'est ça. Et ces mêmes micro-déchets, ces déchets qui seront décomposés à la fin, vont être collectés et vont servir d'engrais pour l'agriculture. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. C'est des choses faisables et c'est facile. On n'a pas besoin d'une grande technologie pour le faire. Même à la maison, vous pouvez faire votre compost. Vous pouvez commencer à faire des tests. Quand vous voyez, pour ceux qui vont souvent au village, qui ont des latrines traditionnelles, vous voyez souvent il y a une vapeur qui s'émane. Quand vous ouvrez, vous enlevez le bocal. Hein? C'est du méthane, c'est du gaz. Ce gaz-là peut être réutilisé en cuisine pour toute autre utilisation pour les produits gazés. Nous avons, comme on disait, le recyclage. Beaucoup de jeunes d'entre nous se sont lancés dans la précollecte des plastiques et ils les commercialisent aux entités qui les recyclent. Nous avons l'éco-construction. L'éco-construction, c'est quoi? On le faisait déjà au village. Des briques de terre. Aujourd'hui, la terre est suffisante pour se lancer dans les briques de terre et annuler un peu la partie ciment. Parce que le ciment, c'est beaucoup de transformation industrielle, d'importation des clinkers, etc., etc. Or, on a la possibilité de se lancer dans la fabrication des briques de terre. Ça ne coûte rien, un moule. Vous pouvez ajouter des moyens pour faire vibrer les briques de terre pour que ça soit plus solide. On voit des maisons qui ont 100 ans aujourd'hui, qui sont toujours là. À l'époque des Allemands, c'était des briques de terre, c'était pas le parfum. Mais c'est toujours là, contrairement à nos maisons qu'on fait, comme on voit dans les quartiers, après 2-3 ans, on voit les tissus partout, ça s'écroule. Donc, il y a cette possibilité. Il y a aussi ceux qui font dans la valorisation industrielle du bois. Mais ça coûte très cher. Ça, je peux vous garantir. Construire une maison en bois c'est beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que quand vous allez vous voyez les films en Amérique et tout, c'est le plaquet qu'ils utilisent. C'est pas notre bois massif que l'on connaît, c'est du plaquet. Et le plaquet, c'est quoi? C'est, on va dire, un rejet de la transformation industrielle et de la scierie du bois. C'est ça qu'ils mettent un liant et ils forment du plaquet.
Les caractéristiques principales des PME vertes, c'est qu'elles permettent de maîtriser l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est quoi? L'empreinte carbone, c'est, on peut dire, se décrit comme l'influence que nos activités ont sur notre quotidien. Si j'utilise de l'eau, cette eau-là est issue de quelque part. Quand moi je prends de l'eau quelque part pour distribuer chez moi, j'utilise de l'énergie. L'eau que j'utilise va être conduite dans une fosse. Pour la vidanger, je vais appeler un prestataire qui va utiliser un équipement qui fonctionne au gazole. Il va utiliser du personnel qui, pour se déplacer, vont prendre des motos qui utilisent le gazole. Tout ça constitue ce qu'on appelle l'empreinte de carbone, l'empreinte écologique. C'est l'influence de nos actions sur le milieu naturel. Simplement comme ça. Les défis que on en a parlé tout à l'heure, c'est parfois aussi le manque d'information, le manque de formation et le manque d'éducation. Pour bien calculer et se lancer dans les PME, pour bien se renseigner, il faut se former. Il faut se former, il faut éduquer. Et également pour comprendre comment l'administration fonctionne dans ces domaines précis. Nous avons des avantages, comme je disais, le Cameroun est assez béni en termes de propriété environnementale. On ne marche pas beaucoup pour voir un arbre, on ne marche pas beaucoup pour voir de l'eau, on ne marche pas beaucoup pour avoir le soleil ou la pluie, etc. Et les besoins sont là. On a besoin du gaz à la maison, on a besoin de l'énergie à la maison, on a besoin de la nourriture, on a besoin du manioc, on a besoin, etc., pour se lancer. Maintenant, comme je disais, les sources de financement elles sont là. Les sources de financement sont là, mais comme je disais, les garanties bloquent ou effrayent beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans le verre. Pourquoi? Parce que c'est pas souvent facile d'avoir un espace, un terrain, d'avoir le matériel, par exemple, si vous devez l'importer. C'est pas souvent facile. Et comme je disais, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Le financement vert, ce n'est pas un truc qui a commencé récemment. Des pays très développés l'avaient déjà mis en application. Vous voyez, vous entendez parler de l'Arabie Saoudite, de Qatar, etc., etc. Ça, c'est un pays qui a su juguler l'industrialisation qu'on connaît et l'industrie verte. Au Qatar, par exemple, ils n'ont pas d'eau. Mais je peux vous dire qu'ils ont créé des bassins d'eau. Toute l'électricité qui alimente les métropoles en Arabie Saoudite, c'est du soleil. Ils ont dû capitaliser la forte chaleur là en énergie solaire. Et quand ils ont proposé aux banques américaines, anglaises et tout, de se lancer dans ça, ils ont directement sauté sur l'occasion. Ils ont dit voilà un moyen pour nous de faire notre chiffre, de faire des bénéfices en se lançant dans ce genre d'initiatives écologiques. Nous avons les microfinances, beaucoup de microfinances également au Cameroun se sont lancés dans des projets verts. Mais les défis, comme on parlait tout à l'heure, sont parfois l'idée, on dit l'idée de ce que
Si l'engrais chimique, par exemple, je le vends à 10 000 de sacs, si j'ai vendu 5 sacs, ça me fait 5 000, 50 000. Mais si moi je viens avec l'engrais écologique, je le vends à 3 000 de sacs, il va falloir que je vende combien de sacs comme ça pour atteindre 50 000. Et ça bloque souvent beaucoup d'entrepreneurs. Par contre, en termes pour ceux qui veulent avoir une rentabilité à une production agricole constante et maîtrisée, je vous conseille de faire avec l'engrais organique. Parce qu'avec cet engrais-là, tu n'as pas de système de jachère, contrairement à l'engrais chimique, qui lui, dès que les plantes vont l'absorber, le sol ne sera plus utilisable. Tu vas devoir attendre une certaine période ou ajouter encore un engrais, un composant chimique pour le remonter. Or, tout ce qui est naturel restera naturel et le cycle va recommencer. Donc, c'est parfois ce qu'on ne dit pas aux agriculteurs qui se lancent ou à ceux qui veulent produire des engrais organiques. Maintenant, comme solution, il est important que le gouvernement appuie. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a pas de volonté politique réelle, ça sera difficile pour les entrepreneurs de rentrer dans leur chiffre. Là, et récemment, on a pu avancer à travers ce programme d'impôt substitution. Nous avons également le ministre de la Jeunesse qui commence à se lancer dans la promotion, le financement des projets verts. Ça, c'est bien. Nous avons également des fonds qui sont logés, comme je disais, dans des organismes internationaux dont nous n'avons pas connaissance. Quand ils votent leur budget, ils disent on a sur 10 milliards, on a 5 milliards pour les projets verts. Mais si nous, on n'a pas l'information, à la fin d'année, l'argent va repartir. Donc, il est important pour tous ceux qui veulent s'engager dans ce domaine-là de faire la recherche. Aller à la chasse au financement. Vous prenez un jour, vous dites je vais à CCA, je vais après CCA, je vais à Freeland, après je vais à SCB. Les financements sont logés là-bas. Mais il faut aller les chercher. Il faut s'arrimer aux conditions et aux garanties. C'est très important parce que nous autres qui avons une culture un peu archaïque de la chose, on ne perçoit pas rapidement les opportunités. On attend toujours que ça vienne. On attend toujours être des consommateurs. Or, nous pouvons produire pour vendre et devenir aussi autonomes financièrement et alimentairement. Comme je disais, nous avons des fonds. Nous avons des fonds. Ok. Des fonds internationaux. Nous avons les fonds verts, nous avons les fonds bleus, nous avons la Banque mondiale, nous avons l'Agence française de développement, nous avons les banques britanniques, nous avons les ONG, nous avons les associations, nous avons plein d'acteurs qui sont dans le financement vert. Et comme je dis, il faut juste aller les chercher, s'arrimer à leurs conditions et être sûr et sérieux dans son projet, surtout au plan de la gestion économique de votre entreprise. Parfois, il faut s'armer de patience, parce que comme je disais, les financements verts vont être checkés, revisités, réévalués par des experts dans le domaine. Parce que ce sont des crédits qu'on vous octroie. Et l'entreprise ou le financier va aussi octroyer des crédits au niveau mondial pour dire
dans ma politique de responsabilité sociétale des entreprises, j'ai accompagné, j'ai financé des projets de 100 Camerounais à la fabrication du charbon écologique. Quand il reviendra l'an prochain pour demander un nouveau financement, on va lui demander, montre-nous les rapports d'exécution des projets. Il faut qu'on aille vérifier, on voit ça par nous-mêmes. Si c'est bon, on va vous octroyer des nouveaux financements. Donc c'est un cycle. C'est un cycle parce qu'il y a des philanthropes, il y a des entreprises qui décident que, bon, dans mon budget de cette année, je vais allouer 10 millions d'euros pour l'accompagnement aux entreprises vertes. Tous ceux qui veulent faire dans le solaire, je vais les accompagner parce que quand ils vont produire, ils reviendront chez moi, ils vont m'installer des systèmes, je n'aurai plus à payer le carburant, à être avec son cadre, etc., etc. Donc c'est un cycle et c'est très important. Au Cameroun, nous savons le déficit énergétique que nous avons. Il est important d'appuyer les communautés, d'appuyer les localités avec nos initiatives. Beaucoup vont suivre et on va pouvoir avancer, se développer. Le renforcement des mécanismes d'accès, à quoi ça renvoie? C'est clairement et facilement, de manière simple, d'organiser, de faire des plaidoyers à l'administration en leur faisant comprendre que nous sommes volontaires, nous souhaitons nous lancer par exemple dans la fabrication des barouches, mais nous avons besoin d'accompagnement. Il y a des entreprises, des organismes logés, par exemple comme ceux du ministère de la Jeunesse, qui peuvent signer des conventions avec ces permis, c'est autorisé. Ils peuvent signer des conventions avec des entreprises bien établies et Renko, Total, qui eux ont une politique RSE où ils doivent encourager les initiatives vertes. C'est permis. Il faut juste qu'on s'organise bien, qu'on soit sérieux, parce qu'on connaît aussi nos frères. Vous allez monter le projet, dès que vous allez arriver à Renko va vous dire, j'ai prévu 50 millions pour vous. C'est là où la bataille va commencer. Chacun va vouloir avoir 5 millions et le projet est mort. Et or, beaucoup de Camerounais pouvaient bénéficier de ça. Et quand vous allez repartir l'an prochain, Renko va vous dire, non, on n'a pas vu les résultats. Vous avez pris l'argent, vous êtes encaissé et on n'a rien vu. Or, nous, on nous demande des comptes. Donc, du coup, s'il vous plaît, on ne va plus financer nos projets. On ne va plus accompagner vos jeunes, vos femmes et toute autre personne. La Banque mondiale, comme je disais, a des financements, mais ils passent par des projets. Ils passent par des projets. Actuellement, ils ont un projet, une bourse qu'ils ont lancée pour les apprenants dans le domaine du numérique, dans le domaine de la soudure, dans le domaine de la cybersécurité, de l'informatique. Ce sont des projets comme cela que les grandes banques, les grands organismes internationaux financent. Ils passent par des projets à travers les départements ministériels. Ils vous disent, on va financer tel axe de développement des jeunes. La Banque mondiale en finance beaucoup, la Banque africaine, il y a plein d'organismes qui financent ce type de projet. Il faut juste faire la recherche sur le net, dans les banques, dans les administrations, être à l'affût de l'information. C'est très important quand tu es dans l'entrepreneuriat vert. Les financements innovants et les investissements à impact. Pourquoi on parle d'investissement à impact? L'impact doit se ressentir sur le quotidien. Quand on dit que tu as impacté quelque chose, c'est que tu as changé quelque chose sur les habitudes qui étaient déjà là. J'ai impacté le quotidien, j'ai impacté le secteur alimentaire de, je ne sais pas, on a Douala 3e, c'est ça? De Douala 3e, en quoi faisant?
je commercialise aujourd'hui de l'engrais bio pour toutes les dames qui veulent se lancer dans la bananerie, dans le macabo, dans le manioc. Les récits viendront, les commentaires viendront, les retours d'expérience. Non, j'ai utilisé l'engrais de ce monsieur. Ma production a triplé. Alors vous avez impacté le quotidien de cette dame, vous avez impacté le quotidien de sa famille. Vous avez, et si la quantité est suffisante, le prix va baisser et beaucoup de ménages pourront s'approvisionner sans. Parce que la difficulté parfois c'est que nous ne voyons pas au-delà. Le régime de plantain, aujourd'hui j'admire ceux qui le transforment en plusieurs choses, en farine, etc. Ce n'est pas des choses qu'on faisait récemment. Et ça, ce sont des terres vertes. Parce qu'au lieu d'exporter quelque chose qui va créer encore des pollutions d'eau, de pollution de l'air, etc., on transforme localement par des petites unités et on vend localement. Alors qu'à l'époque, on avait des chips qu'on importait, etc. Or, localement, c'est possible. Donc, ça fait une agriculture rentable. Nous avons les financements participatifs, comme je disais. Vous pouvez décider 2 ou 3, 4 micro-entreprises de vous associer sur un but commun. Nous allons vendre les panneaux solaires. Nous allons les monter localement et les vendre. Toi, tu fais dans la partie électromécanique. Toi, tu fais dans la partie métallique. Toi, tu fais dans la partie, photochimique. Toi, tu fais dans la partie génie civil. Vous décidez de vous associer. Vous faites un bon projet de fabrication, commercialisation et installation des dispositifs solaires dans les 10 régions. Vous partez vers une banque. La banque déjà va voir que tout votre consortium paye ses droits fiscaux, ses droits administratifs et tout. Et ils seront prêts parce que si, en cas de problème, ils savent où ils vont vous trouver. Ce n'est pas déjà quelque chose du néant. Donc, et ça diminue aussi les risques de perte. Des pertes en finance, des pertes matérielles, etc. Nous avons les obligations vertes. Comme je disais, on a signé des accords au plan international qu'on va limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager la plantation des arbres, il faut encourager l'utilisation des énergies vertes, il faut encourager l'agroécologie, il faut encourager l'agriculture durable à travers la production locale de tout ce qui est viande, poisson, fruits de la mer, etc. etc. Donc, on a décidé de créer, de signer ces obligations vertes-là, il faut qu'on s'en tienne. Et comme on a décidé de signer ces contrats-là, il y a des financements aussi qui viennent avec. Et il faut aller les chercher tout en respectant une certaine méthodologie. Et comme je disais tout à l'heure, le financement, ce n'est pas de la philanthropie. On ne donne pas à n'importe qui pour qu'il disparaisse demain. Il faut être sérieux. Il faut être auditable. Il faut être repérable. Il faut également être prêt à la critique. Il faut être ouvert à la critique. Il faut être ouvert à avoir un champ de vision assez élevé en termes d'opportunités, en termes de développement. Il ne faut pas rester cloisonné et il faut faire ce qu'on appelle des chèques de valeur. J'en parlais tout à l'heure. Si tu as décidé de te lancer dans la production de savon liquide, fait en base de produits organiques, connecte-toi à quelqu'un qui fait dans le recyclage des bouteilles plastiques. Qui lui, il va te revendre la bouteille 3 fois moins qu'à China Mall par exemple.
Lui aussi de son côté, il va chercher quelqu'un qui fait dans l'infographie, où vous vous connectez et vous verrez que les charges seront basses et vous pourrez venir présenter comme ça, on va dire le bidon-ciel fabriqué par qui? Par tel. L'étiquette a été imprimée par qui? Par tel, et le produit a été fabriqué par moi. Nous sommes une chaîne de valeur. C'est très important en économie. Ne fais pas tout seul. Parce que si tu veux tout faire seul, tu vas produire aussi plus de déchets que tu ne pourras pas toujours gérer. Or, si vous le faites ensemble, vous allez mettre en œuvre un plan qui va permettre de réduire votre empreinte carbone. Les stratégies de durabilité, nous avons des stratégies environnementales. Comme je disais, les solutions solaires, aujourd'hui, c'est trivial avec tout ce que Socanel nous fait depuis un moment. Pour ceux qui ont la capacité financière de virer au solaire, comme je vois dans beaucoup de bâtiments aujourd'hui, de nos grands patrons, paradoxalement, eux-mêmes, ils ne font plus confiance à Socanel. Eux-mêmes se font installer des champs solaires. Parce qu'en termes de consommation même de pétrole, pour les groupes électrogènes, le porte-monnaie vibre souvent beaucoup. Donc nous avons cette possibilité-là de se lancer dans le solaire, dans le biogaz. Nous avons le recyclage des déchets. On en a longuement parlé. Nous avons des innovations. Les innovations écologiques, par exemple, je vais vous prendre un cas sur lequel moi particulièrement, personnellement, je travaille. C'est sur la phytoépuration des eaux. C'est quoi de manière simple? Je vais traiter les eaux à travers les plantes avant que ça soit reversé dans le milieu naturel ou alors réutilisé dans le domaine agricole. Les eaux que nous après usage, contiennent des contaminants qui, lorsqu'ils se retrouvent dans le milieu naturel, vont polluer, vont attaquer les systèmes de la faune et l'être humain, bien évidemment. Donc, au lieu d'aller ramasser le sable et tout autre gravillon adjuvant pour venir faire un bassin qui va filtrer, etc., qui va me prendre beaucoup plus d'argent, je vais faire une seule nappe avec du sable et je vais mettre des plantes spécifiques qui vont absorber ces contaminants-là et rejeter l'eau qui sera pas potable, mais qui ne sera plus contaminée, qui n'aura plus certains métaux lourds qui créent des maladies, qui créent toutes sortes d'attaques au plan de la santé humaine et au plan environnemental. Ça, c'est un projet sur lequel je travaille avec 3 docteurs, 2 au Cameroun et 1 du côté de la France. Et on espère que d'ici le mois de septembre, on pourra installer notre premier site de traitement à Kribi. Donc, ce sont des innovations sur lesquelles d'autres ont déjà travaillé et on performe au fur et à mesure. On performe pour que nous, on anticipe déjà sur ce qui va. Parce que comme on a vu, on voit la Chine, on voit les États-Unis, on voit les pays qui ont ces problématiques-là. Et aujourd'hui, Douala a ce problème, mais Douala est tellement désordonné que il faut pratiquement verser par une grande pluie de l'eau bénie pour d'abord laver tous les toits, faire un changement de paradigme, surtout sur nos décideurs qui sont parfois, ils n'ont pas de vision, ils ne voient pas l'impact que ça peut avoir. Ils estiment qu'ils sont déjà arrivés comme on dit au quartier. Or, ils ont besoin de nous pour vivre. Sans nous, ils ne sont rien. Donc, il y a ce type d'innovation-là. Nous avons le soutien, on le disait, le soutien étatique, le soutien organisationnel, le financement.
La formation continue, j'insistais là-dessus. Il faut se former. Se former ne signifie pas, ce n'est pas seulement pour les bacs plus. À toute échelle, on se forme. Avec ou sans diplôme, on se forme au métier vert. Il n'y a pas de magie. Il y a, comme on dit, la vraie magie, c'est le travail. Si tu fais quelque chose chaque jour et si tu aimes ça, tu vas le maîtriser. Et tu vas faire de ça une passion et la passion va te donner les revenus pour pouvoir subvenir à tes petits besoins. Donc, il faut se former. Il y a des formations en ligne, il y a des formations dans les entreprises. Ceux qui ont la possibilité et l'envie de se former, les entreprises comme celle qui est grande partenaire de ce forum sont ouvertes aux formations qui sont très très importantes. Je ne vais pas revenir sur l'impact social des PME vertes parce que, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui va décider de se lancer dans ce type d'initiative est sûr d'avoir un pain. Et il y a un facteur très important quand vous vous lancez dans les PME vertes et qui facilite les accords de financement. N'allez jamais, vous, monsieur, seul, demander un financement pour un projet vert. Ce sont les dames. Je vais paraphraser un peu notre guide suprême, comme on dit le président. Ce sont les jeunes et les femmes. Les financements verts passent d'abord par les jeunes et les femmes. Ça passe également par les personnes, des handicapés. Ça passe également par les peuples autochtones, les pygmées. Si vous voulez faire une pépinière, par exemple, de 100 000 plants de moabi ou de quoi que ce soit, si vous mettez dans l'un de vos objectifs qu'on va employer 100 pygmées, il faut vous garantir que demain, là, on va vous appeler. Que vous venez chercher le financement. Parce que eux, ils sont allés négocier pour ça et c'est bloqué. Parce que personne n'est venu avec la preuve qu'ils travaillent avec les peuples autochtones, avec les handicapés, avec les déplacés internes, avec les femmes, avec les jeunes. Beaucoup de femmes n'ont pas encore su ça. Mesdames, rassemblez-vous en association, en GIC, en coopérative, qui font dans la PME verte. Et vous n'allez pas revenir. Nous, les hommes, on va juste se cacher derrière pour coacher, pour mettre notre rapport physique et intellectuel. Mais c'est vous qui serez aux commandes. Et le Cameroun va mieux évoluer. La bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance? La gouvernance, ce sont des pratiques sérieuses et responsables qu'on met en place pour atteindre un objectif dans le temps et dont les conséquences seront limites et l'impact sera un peu plus grand. Donc, il faut être transparent, comme je disais, il faut être sérieux. La transparence et le sérieux pour donner une image blanche, pour rendre une copie blanche de vos actions. Si on m'a donné 100 000, il faut écrire à mon équipe que les 100 000 là ont été utilisés pour ça, 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 ça. Et voici les preuves. Tout est là. Pas de suspicion. Alors, s'il y a suspicion, quelqu'un aura toujours tendance à venir piocher dans le matériel ou dans la caisse et ça va créer un trou dans votre trésorerie et ça va vous donner une mauvaise image. Parce qu'au-delà de tous ces aspects-là, la gouvernance, une bonne gouvernance vend également une image, une notoriété. C'est très important. Comme action de renforcement, comme je disais,
on peine encore à prendre à cœur l'impact que les PME vertes peuvent avoir, surtout au niveau institutionnel. Il y a ceux qui sont encore, comme on va dire, ils sont piégeux et ils n'anticipent pas. Mais il y a beaucoup de managers aujourd'hui qui anticipent, qui se lancent dans tout ce qui est économie verte, en l'instar du FECOM, en l'instar du port de Tribi, en l'instar du port de Douala, en l'instar de Total, et bien d'autres qui participent à cette gouvernance, à ce renforcement des capacités au plan organisationnel et environnemental. Bon, les principaux défis, on les avait déjà dit. La perception élevée du risque, surtout que ce soit pour le promoteur ou alors pour certains, entre guillemets, financiers. Le manque de garantie. Qu'est-ce que je veux mettre en jeu ou en gage pour bénéficier de ce genre d'appui? La formalisation des entreprises dans le domaine vert. Beaucoup pensent qu'il faut 1000 documents pour créer une petite unité, une petite entreprise. Même si vous n'avez formalisé d'abord votre entreprise, créez-la. Maintenant, il y a des soutiens, il y a des accompagnements. Si vous avez besoin d'un agrément, d'une autorisation particulière, des entreprises vont s'engager à vous accompagner. Les procédures sont parfois élevées, les coûts sont parfois élevés, pour l'acquisition de certains types de matériel. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vous créez un réseau d'entrepreneurs, vous verrez que cette charge-là sera moindre. On est aujourd'hui sûr que la demande en termes de solutions durables est réelle. Je prends toujours le cas du solaire, je prends toujours le cas du domaine agricole, je prends toujours le cas des produits, des emballages. C'est un besoin réel. Les énergies renouvelables que nous développons aujourd'hui, comme le biogaz, sont des besoins réels dans les entreprises qui utilisent aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises sont quittées de l'utilisation du gazoil pour leurs caristes, pour leurs équipements de manutention, qui sont passés au butane. Pour ceux qui sont déjà dans certaines industries, ils n'utilisent plus le gazoil. Ils connectent le chariot à une bouteille de gaz. Or, le gaz butane, il est importé, ça a des coûts. Or, si nous on réussit à créer une petite unité de biogaz, au lieu d'avoir une bouteille de gaz de pétrole à 7 000, nous on va à 3 000. Si une entreprise fonctionne H24, vous pouvez imaginer le chiffre d'affaires que ça peut nous donner. L'accès aux marchés régionaux et internationaux, bien évidemment, à travers les financements, les fonds verts, les financements des fonds africains, de l'écologie, les marchés verts, les crédits carbone et tout ça qui favorise une croissance économique. Comme recommandation, suite à tout ça, tout ce que nous sommes permis de vous présenter, il faut améliorer la gouvernance des PME. Il faut structurer les projets pour qu'ils soient bancables. Quand un spécialiste va prendre, il va fouiller, refaire les calculs et vous allez lui présenter ce projet avec assurance. Il saura que celui-ci sait où il va. Il ne va pas trembler. Investir dans la formation, c'est pour ça que nous faisons ce genre de foire. Et plus tard, il faut capitaliser ça en faisant des séances de formation théorique
comment on recycle les déchets, comment on fabrique un pavé écologique, comment on fabrique du biogaz, comment on fabrique du compost, etc., etc. Ce sont des petites formations qui, 2, 3, 4 jours, 5 jours, vous sortez de là avec une idée, une compétence que vous allez aller implémenter et qui va vous permettre d'avoir vos petits sous. Les institutions financières, bien évidemment, comme au Cameroun, je disais, il y en a déjà qui ont capté des financements dans les bourses et ils sont venus les loger au Cameroun. Il faut aller les chercher. L'engagement de l'État à travers certains départements ministériels, à travers certains programmes publics-privés en collaboration avec la Banque mondiale et les autres partenaires et bailleurs de fonds, la simplification des procédures pour l'obtention de ces partenariats-là est très important. Et surtout, la collaboration, je disais ça tout à l'heure, la collaboration entre les acteurs du même métier ou les métiers connexes, comme j'ai pris l'exemple des shampoings tout à l'heure ou des produits de ménage. Créer une synergie d'action et d'activité qui vont vous permettre chacun de participer à l'atteinte de vos objectifs. N'essayez pas de tout faire seul. Parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui imagine que si je fabrique même une affiche, qui va venir acheter? Si je fabrique une bouteille, qui va venir acheter? Or, vous êtes tous là assis ensemble, mais personne de vous ne veut aller vers l'autre. Il faut briser ça. Et aujourd'hui, dans le management de la transition écologique, c'est extrêmement recommandé de faire un réseau d'expertise, de faire un réseau, une synergie d'action, de faire un collectif de chaînes de valeur. C'est ça qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de développement inclusif, social et économique, et surtout de protéger, comme il se doit, l'environnement immédiat et l'environnement de la sous-région. Messieurs, mesdames, merci de m'avoir prêté vos oreilles et votre écoute de manière attentive. Voici la quintessence de notre échange du jour. Je vous remercie pour votre aimable attention.